Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'ENSA de Limoges. On est ravis de vous accueillir ce soir, comme toujours d'ailleurs. Mais ce soir, donc, nous avons une conférence à deux voix. Donc, c'est toute... C'est une perspective réjouissante, puisque nous accueillons à la fois Clorinde Coranoto, que nous ne présentons plus, étudiante de l'école, ici même, et Miss V, diplômée de l'école, ici même aussi, qu'on ne présente plus non plus. Voilà. Et donc c'est une belle boucle qui se tisse, puisque cette triennale Art Nomade dont l'école est partenaire, avec beaucoup de plaisir, elle a débuté ici, juste quand je suis arrivée. Et voilà, et donc il y a une belle boucle non pas qui se ferme d'ailleurs, parce que l'avantage c'est qu'avec la triennale Art Nomade, il y a toujours quelque chose sur le feu. Et ça, c'est vraiment très réjouissant et très satisfaisant. Mais là, on va avoir un récit d'une aventure assez extraordinaire. Et donc, je vous laisse la parole, mesdames. Merci beaucoup. Merci d'être là, toutes et tous. Je vais donc commencer par introduire le contexte, puis passer la parole à Miss V, et après je la reprendrai. Ce qui est important de comprendre, c'est que bien sûr c'est un retour sur deux regards en fait au sein d'une même expérience, qui est la troisième triennale Art Nomade, qui est une performance collective itinérante. C'est ce voyage-là, cette aventure humaine et artistique dont nous allons parler, mais c'est surtout le regard de deux artistes, une photographe, une plasticienne, performeuse, voilà. Et c'est à travers ces regards-là, c'est donc nos démarches d'artistes qu'on va donc tenter de vous communiquer. Voilà, quelques mots donc sur cette triennale Art Nomade. Donc c'est une performance qui est portée par l'association Art Nomade et qui s'est déroulée en deux phases pour l'année 2021. La première phase c'était en France, et la seconde en novembre-décembre 2023, elle s'est déroulée au Cambodge. Alors la première phase, qui est intitulée NAP, eh bien, c'était donc une performance qui a été concoctée par Valentin Rodriguez, qui est toujours donc directeur de l'Institut français du Cambodge, et qui avait fait une sélection d'œuvres donc à la fois d'Occident et d'Orient. Voilà. Et donc nous sommes partis sur les routes avec une équipe à bord du véhicule Art Nomade avec ses œuvres donc. Alors le véhicule Art Nomade, il faut donc dire aussi que ça c'est intéressant, c'est mon travail personnel. L'auteur de la triennale c'est moi. Mais le véhicule Art Nomade, c'est un projet d'artiste que j'avais pensé en 1990. Donc c'est aussi quand j'étais étudiante dans une école d'art. Donc c'est à la fois un outil d'expression et c'est aussi une œuvre. Et donc Valentin Rodriguez a donc penser un parcours qui ralliait Arnac-la-Poste, c'est notre base, c'est là où on a été créé, c'est en milieu rural, et son premier parcours, ça a fait Arnac-la-Poste donc jusqu'à Nice, en faisant des pauses à Bordeaux, Lectoure, Colomiers, Toulouse et Sète. Et pendant 8 jours, donc en plus de l'exposition, il y a eu des projections, des performances, des ateliers qui ont été déployés par une équipe de 13 personnes, comprenant notamment 5 étudiants et étudiantes de l'ENSA de Limoges qui étaient en workshop embarqué. Ces étudiants, c'était Manon Klein, Yann Leclerc, Jean-Marc Montels, Simon Prudhomme et Amy Vaillant. Donc il y avait Miss V qui était avec nous, mais qui elle était diplômée et qui faisait une résidence embarquée dans le véhicule Art Nomade et qui avait libre choix de développer sa pratique dans ce contexte. Et bien sûr, il y avait mon complice, mon collègue Arnaud Borde, qui était là et qui co-conduisait avec nous, avec Aurélie, bien sûr, ma complice d'Art Nomade, ce petit périple artistique. Et donc, en fait, la deuxième phase s'est déroulée plus tardivement,
c'est la triennale Art Nomade phase B, on va dire, la NAT, parce que c'était autour des questions du repas, de ce qui relie les cultures en fait. Et en fait, c'est le titre inversé de la phase 2, et ce qui s'est déroulé au Cambodge donc 2 ans plus tard. Et donc c'est une résidence d'artistes que j'ai partagée avec Miss V. Et donc, grâce à laquelle on a pu exposer, présenter et performer notre travail dans le cadre du festival photo de Phnom Penh. Donc ça, c'était vraiment aussi intéressant de rencontrer des artistes, des photographes et d'échanger avec eux. Et donc j'ai pu y présenter mon journal photographique qui retrace la première phase de la triennale, qui est ici. Merci, Miss V. Et donc, au cours de 3 semaines de voyage, nous avons pu aussi développer à Phnom Penh, mais aussi dans les villages lacustres de la province de Siem Reap, des ateliers et des actions de formation en partenariat avec différentes ONG et l'Institut français du Cambodge, bien sûr. Des actions avec notamment l'ONG CIPAR, qui nous a permis de partager le quotidien de ces équipes, allant à la rencontre des enfants en milieu rural, terrestre ou lacustre, tantôt à bord d'un bibliobus, tantôt à bord d'un bateau bibliothèque. Voilà, c'est de cela dont nous allons vous parler au travers de nos regards. Je passe donc la parole à Miss V. Oui, merci. Donc, merci à tous d'être là. Ça fait plaisir de partager l'expérience. Moi, effectivement, l'idée était d'essayer de retracer un peu le projet, la pratique, la mise en œuvre et autres, voir comment on rentre dans la peau d'un projet qui n'est pas le sien, puisque Chlorinde porte le véhicule, la triennale, comme son projet artistique global. Donc, en tant qu'artiste invité, il faut comprendre son projet et puis pouvoir rentrer dedans et être capable de se l'approprier pour en faire quelque chose qui me ressemble, mais qui vient, se mettre à disposition du projet de Clos. Donc je vais vous proposer, très simplement, parce qu'on a un temps qui est assez limité, d'expliquer ma participation à la 3e triennale, mon travail, personnel sur l'image fantôme et donc comment les deux se rencontrent, et après comment j'ai réussi à décliner tout ce contexte, les contraintes et autres, pour monter le projet Hétérotopie, volet 1 et volet 2, donc qui sont exposés dans la galerie 1, là, dans le hall de l'école d'art. Et après, donc, cette partie-là, elle est plus, technique, c'est plutôt ma tambouille et autres, mais pour effectivement partager, notamment avec les étudiants qui sont là, le déroulement du processus créatif. Et puis sur la dernière partie, je vous montre quelques images en fait de ces 2 volets d'itinérance, la France en 21 et le Cambodge en 23, parce qu'il y a 2-3 images qui me font bien marrer et j'avais envie de peut-être vous les commenter un peu plus, et puis le reste vous le verrez par vous-même dans les vitrines. Voilà. Et dans le livre. Ah oui, c'est vrai. Donc joli cadeau hier, Art Nomade a créé une édition d'une partie des photos. Donc Hétérotopie 1, le volet sur la France, Hétérotopie 2, le volet sur le Cambodge. Donc vous pourrez consulter l'édition fraîchement sortie là dans l'expo. Donc en effet, ma participation à la 3e triennale, c'est quoi? Donc comme l'a expliqué Chlorinde tout à l'heure, c'est un projet NAPNAT qui va diffuser l'art cambodgien, et en effet, il y a le projet même de camion itinérant qui va diffuser de l'art de manière, nomade, autonome, complètement décalée par rapport aux habitudes de monstration actuelles, c'est-à-dire les expos se font dans des musées, dans des lieux d'art labellisés, au pire dans une salle municipale connue pour les expositions. Maintenant un peu chez l'habitant, mais je l'appelle le poisson volant, le camion volant, avec ses ailes là, qui arrivent, qui débarquent, qui se pose une journée sur le parvis d'un centre d'art et qui déploie son exposition éphémère.
c'est quelque chose d'important. Et donc Chlorinde, en fait, me dit, voilà, on va diffuser de l'art cambodgien, entre autres, et est-ce que ça te dit d'embarquer pour une résidence? Donc moi, j'aime bien Chlorinde. L'idée de tenter un truc un peu tout-terrain, complètement inhabituel, une expo différente, oui, j'y vais. Voilà. Et donc, la commande que me passe Chlorinde, c'est faire des photos pour documenter la performance en fait, qu'elle est en train de réaliser avec toute son équipe, donc les étudiants, Aurélie, Arnaud, qui montent, qui démontent chaque jour les expos et font des ateliers de pratique artistique avec le public. Et donc, moi, je suis là, voilà, je suis témoin de tout ça. Et puis, j'ai un temps aussi qui m'est alloué pour créer quelque chose de plus personnel. Donc, en fait, il faut que je navigue entre les deux. Et ça, je le précise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce qui va conduire en fait, à mon projet. C'est-à-dire que le sujet, il n'est pas le mien. Enfin, voilà, de dire, je vais documenter une triennale d'art. Ok, comment je le rallie, je rattache à ce que je fais. Donc ça, pour moi, c'est très important parce que, donc là, je vous ai mis quelques petites images, effectivement, elles sont sorties de mon téléphone, voilà. Donc pour que vous compreniez le dispositif, voilà. Donc là, on voit la performance de Lei Seito, qui est une artiste japonaise qui fait des performances culinaires, donc sur la gauche. Ça, c'était à Sète, où elle a déployé, elle a créé des paysages, on va dire, alimentaires, voilà, d'une très grande poésie. Et puis, donc, le petit pique-nique sur le parvis du Mamac, sur la dernière station de notre itinérance à Nice, voilà, sur les nappes et le bout de natte qu'on voit à gauche qui avait été déployé pour faire le lien entre les stations et les habitants. Donc voilà, donc j'ai partagé quelques photos comme ça plutôt d'ordre documentaire, ouais, pour la triennale. Et en effet, après, donc l'idée était de se dire comment, pour le travail qui est plus de l'ordre de la création, sur quoi je pars, voilà. Parce qu'en effet, je travaille sur l'image fantôme. L'image fantôme, pour expliquer rapidement, elle se décline en plusieurs volets, mais le volet auquel je me suis rattachée pour créer mon projet là, c'était la question de l'apparition et de la disparition, et puis le fait de se dire que moi je suis quelqu'un de labo, je travaille donc en noir et blanc, en argentique. Voilà, la photographie digitale m'intéresse pas vraiment. Je sais pas la pratiquer, je vois pas en couleur. La couleur, c'est une question de forme et de composition. Et moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis plutôt avec la lumière. Et en effet, l'image fantôme, c'est beaucoup de travaux faits au sténopé. Et c'est aussi beaucoup des images noir et blanc. Qui, j'allais dire, supporte et accepte la politique de l'accident. C'est-à-dire que quand je suis dans le labo, s'il y a un truc qui se passe et que l'image est complètement ratée, je me dis pas, on a le réflexe avec assez régulièrement de dire ma photo elle est ratée, on est en digital, je l'efface. Non, moi je jette rien et en effet j'apprends à regarder et très souvent dans une image jugée ratée parce que il y a l'appareil s'est bloqué, parce que je sais pas, une fois je me suis retrouvée, je ne sais pas pourquoi, développer un film, répondre au téléphone en même temps alors que ça ne m'arrive jamais, et puis en fait inverser mon bain d'arrêt et puis mon bain de rinçage, donc à mettre du liquide vaisselle au milieu du bain d'arrêt, et puis quand je sors la pellicule, j'ai qu'est-ce qui se passe ? Il y a du moisi, il y a des trucs. Non, en fait, il y avait plein de mousse, et puis la mousse du liquide vaisselle avait complètement imprimé la pellicule, et je me suis dit, oh là là, quelle catastrophe. Et puis quand je regarde les images en grand, c'était des photos de cimetière, donc avec des bulles au milieu, un truc complètement spectral, c'était parfait en fait. Donc voilà. J'essaye de m'emparer de ce genre de choses et de ne pas en faire des cas, et plutôt de me dire, si c'est là, c'est que en fait, ça doit dire quelque chose, et donc j'aime bien ça, le fait que les images qu'elles continuent de vivre, qu'elles aient une vie autonome, qu'elles soient pas figées, et que justement elles puissent disparaître. Et en effet, sur cette question de l'image fantôme, donc la question de l'apparition est très très importante. Donc la poétique de l'accident et effectivement le travail de labo. Ça
c'est hyper important pour moi. Donc quand je me retrouve invitée à la Triennale d'Art Nomade, on me disant on part sur un truc itinérant, donc en fait il va falloir produire des images. C'est vrai que le numérique serait plus pratique, mais j'ai pas du tout envie. Et comment je vais faire, puisque en effet du labo en itinérance dans un camion. Alors je me suis dit je pourrais faire un sténopé géant du camion. Mais bon, Clorinde, elle a son expo intérieure, donc quand je commence à lui dire que peut-être on pourrait faire un trou ou quelque chose, elle me dit oui, ce sera super, mais pour une autre édition. Et en fait, bon, j'abandonne vite cette idée. Donc mes images fantômes, c'est ça, c'est des images qui peuvent être bidouillées. Là, on voit personne ne le reconnaît jamais, mais moi je l'appelle le vieux, c'est mon fantôme préféré. C'est une photo d'identité d'un vieux monsieur que j'ai trouvé à Turin, qui a vraiment un sourire au bord des lèvres, il est magnifique, il est tout blondiné, et avec une grosse moustache, et puis je le trouve à Turin, au Puce, et donc je suis très heurtée par le fait qu'à un moment donné, il y ait des gens qui font partie de famille, qui intègrent tous les albums photos, et puis du jour au lendemain, la personne décède, les héritiers ne savent pas quoi en faire, on ne sait plus nommer la personne sur l'image, bam, on envoie tout au Puce, parce que ça n'a pas d'intérêt pour personne. Et moi j'arrive en disant, mais attends, mais tu as été quelqu'un, tu as contribué par ta petite histoire à la grande histoire, quelqu'un t'a connu, tu as eu des enfants, tu as été aimé, tu as plein de choses. Et ça me dérange beaucoup de voir ces gens jetés au rebut alors qu'à un moment donné, ils ont été le héros ou l'héroïne de quelqu'un. Donc je dis, bon allez, si je t'ai trouvé, je te donne une deuxième chance, je l'emporte avec moi. Et en effet, ce fantôme, comme je l'appelle, c'est donc cet homme que j'ai trouvé à Turin en octobre 2017. Et en décembre 2017, mon père décédé, et je lui faisais une plaque mortuaire. Et l'idée de cet homme qui était censé disparaître dans les rebuts des puces et qui au final a été sauvé parce que je l'ai trouvé, a le visage complètement obstrué par la plaque mortuaire de mon père qui lui est en train de disparaître. Et voilà. Donc il y a une espèce de va-et-vient entre les deux images et les deux événements que je trouvais chouette. De faire revenir quelqu'un du passé et de laisser quelqu'un d'autre partir. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Et puis voilà, dans les pièces aussi qui sont un peu éphémères et où j'aime bien que effectivement les images puissent disparaître, être accidentées. Là, on a donc c'est une pièce qui a été accrochée pour la première fois à l'ENSA sur un de mes diplômes, et puis la deuxième à Phnom Penh. Je l'appelle le temps suspendu, et c'est une photo qui est sérigraphiée à la limaille de fer, prise dans un glaçon, et qui justement va laisser le temps s'effilocher, couler, parce que le temps on aimerait souvent le ralentir. Là justement il y a une image de l'enfance qu'on aimerait bien retenir. On ne veut pas voir les enfants grandir, on veut protéger cet espace. Et donc voilà, ce temps il est suspendu, et justement le glaçon va se déliter en 36 heures à peu près. Bon, à Phnom Penh il faisait tellement chaud que je pense qu'il n'a même pas duré 24 heures. Et en effet, voilà, l'image disparaît, s'effiloche, et on retrouve une flaque d'eau avec les fragments de l'image qui ont disparu. Voilà. Donc mon image fantôme, c'est un peu tout ça. Donc une fois qu'on a mélangé la triennale et l'image fantôme de Miss V, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on va essayer de trouver une manière d'exploiter tout ça. Donc, j'ai mis en premier hashtag Passion Road Trip. Moi, j'aimais bien partir en tournée avec Moriarty sur les routes. J'adore sur la route de Kerouac. Il y a une espèce de mouvement vers l'avant qui m'emmène sur ces questions-là. Et en effet, pour moi, vraiment prendre la route, c'est la question de la liberté qui s'ouvre à moi. Donc quand Clorinde me dit « on va itinérer », bon, ça c'est un très bon point, donc c'est une des raisons pour laquelle je dis oui. La deuxième raison, c'est qu'en effet, le projet d'Art Nomade, j'adore l'idée qu'on décloisonne et qu'on ouvre à tous la question de l'art, de l'exposition, et que cette chose-là devienne, j'allais dire, complètement perméable, et que justement, par l'idée du camion, on vienne casser les codes habituels de monstration. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé de payer pour rentrer, on n'est plus obligé de se sentir à l'aise pour passer la porte du musée. On est là, on participe, on regarde, on questionne. L'idée du camion qui, à la base, est un camion de boucher ou d'épicier, donc quelque chose qui va de village en village et qui est complètement, j'allais dire... oui, ouvert et puis familial, a vraiment son sens, et moi ça me touche beaucoup. Et donc je me dis, qu'est-ce que je fais de tout ça en fait. Du coup je pense au concept d'hétérotopie développé par Foucault dans sa conférence sur les espaces autres qu'il a faite en 67. Et alors je la fais très rapide parce que je pourrais vous lire toute la conférence, mais ça sert pas à grand chose. On va dire que les lieux hétérotopiques, les espaces hétérotopiques, ce sont des utopies qui ont été réalisées
Et je trouve qu'il y a une image qui est assez parlante, c'est de se dire, par exemple, un théâtre existe en tant qu'infrastructure, en tant que lieu, mais bon, c'est, j'allais dire, une coquille vide. Il n'y a pas de, voilà, c'est un bâtiment comme un autre. Et en fait, le théâtre devient une hétérotopie dès l'instant où en fait le public, où les gens se rencontrent et en font quelque chose d'autre, créent un quatrième mur, créent une résonance, créent un espace j'allais dire, de projection qui n'existerait pas si les gens n'étaient pas là. Voilà. Et donc, effectivement, quand je me retrouve avec ce camion à le suivre, je fais les premières photos et je me dis, évidemment, on est dans cet espace-là, puisque le camion crée de lui-même cet espace de conférence, d'exposition, j'allais dire, éphémère, qui n'existerait pas si Chlorinde n'était pas là avec son projet, si le camion n'était pas là, mais surtout si les gens ne se rassemblaient pas autour. Ce serait juste un camion qui ouvre ses ailes et voilà. Et donc là, je me dis, oui, j'ai envie de faire ça. C'est clair pour tout le monde, ouais? Ok, je continue. Donc, alors, une fois que je me dis, alors les lieux hétérotopiques, c'est pas mal, du coup, comment je fais? Donc, je veux absolument pratiquer l'argentique. On n'a pas de place dans les valises, on bouge tous les jours. J'en ai marre de me promener toujours avec mes sacs à dos tortues remplis de 15 kilos de matériel. J'ai pas envie d'avoir mal au dos. Donc je me dis, ok, toi aussi t'es nomade, fais en sorte de faire ton labo, de pouvoir pratiquer l'argentique, de faire un labo de manière la plus nomade et légère possible. Donc en fait je suis partie avec une petite caisse comme ça, au Cambodge avec une valise, on aurait cru la valise d'un terroriste, je passerai les détails, mais en effet il y a pas mal de matos, donc l'idée était de dire, tant pis, je vais improviser des labos photos. Et donc j'ai écumé à peu près tout. Donc ça c'était les toilettes du crack de Sète, ça c'est les toilettes handicapées du Mamac à Nice, ça c'est ma chambre d'hôtel. Et donc voilà, n'importe où j'installe, je prends ma lampe électrique, mon filtre inactinique, ma grande cuve dans laquelle je baigne les images, je vide et voilà. Et je promène tout dans ma caisse. Donc pendant une semaine, je balade ma caisse à droite, à gauche. Donc j'ai solutionné la question du labo. Ça c'est donc voilà, la journée je prends les photos, le soir je les rince. Donc les douches, les lavabos, tout est bon à prendre. Voilà, donc il y a toujours les petites surprises de est-ce que l'image a réussi ou pas, est-ce qu'on est bien ou pas. Et en effet, j'ai choisi la technique du sténopé. Pourquoi ? Parce que, alors le sténopé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le procédé le plus simple, procédé photographique le plus simple du monde. C'est-à-dire, c'est une boîte noire, une chambre noire qui est faite. Alors là, j'ai une boîte en carton, une vieille boîte à papier photo, à papier imprimante. Et en fait, je perce un petit trou dans la boîte. Et le fait, donc c'est juste de l'optique, hein, c'est vraiment mécanique, le fait de percer un trou par croisement des faisceaux lumineux, en fait, l'image qui est à l'extérieur de la boîte est projetée sur le fond de la boîte. Je mets une feuille de papier photo au fond de la boîte, après calcul savant de temps et autres, l'image se projette au fond et j'obtiens une photo de ce que je vois à l'extérieur en négatif. Donc ça, il faut l'imaginer sur un trépied photo avec une boîte en carton, avec des fois un châle sur la tête, enfin bon, plein de trucs. Et donc la photo, elle est très aléatoire parce qu'il n'y a pas d'objectif, ça dépend de la luminosité extérieure, ça dépend de plein de trucs, du contraste qu'il peut y avoir. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois il y a des super surprises et puis des fois c'est nul et puis je dis tant pis. Et donc l'idée c'est que je ne peux pas, je suis obligée de développer une photo pour pouvoir voir la suivante. Donc à chaque fois, il faut que j'aille me cacher dans le noir pour ouvrir la boîte, enlever le papier, en remettre un autre, vite développer, voir ce que ça donne, dire ah c'est bon ça a marché, non elle est trop foncée, je change le temps, j'y retourne et voilà. Et donc en fait je passais mes journées, désolée les toilettes sont occupées et voilà, toutes les 5 minutes j'allais développer une photo et c'était assez marrant. Donc les autres me regardaient en disant mais qu'est-ce qu'elle fait, bon c'est pas grave, voilà. Et puis donc j'ai fait ma petite vie, c'était assez sympa. Et puis voilà. Et puis donc après, donc il y a eu 2 volets à toute cette histoire. Donc là, je vous fais un petit peu comment ça se passe. Chami, donc qui nous accompagnait pour Bob FM, qui faisait des émissions radio sur le chemin. Voilà, Chami dans la fontaine de Colomiers. Chami.
Oui, c'est ça, Colomiers, ouais. Chamy en train de pêcher, donc on le voit là sur sa petite passion pêche. Moi, c'est passion road trip, lui c'est passion pêche. Donc il est en train de pêcher dans la Oui, c'est vrai qu'on a une souris, on peut faire ça, ouais. Ah, mais c'est pas mal ça. La souris de souris. Donc Chamy est en train de pêcher, et donc moi, voilà, je fais un sténopé de Chamy sur la fontaine. Donc comme on est en mouvement là, forcément les jets sont flous. Et puis là, on voit le spectre de Chamy, parce que du coup, c'est des poses assez longues. Je peux avoir, en fonction de l'ensoleillement, des pauses qui font 5 secondes, mais j'en ai fait au Cambodge qui dure 8 heures. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que donc, l'image, elle est en éga, et en effet, le résultat est plus qu'aléatoire. Donc il s'est mouillé les pieds un petit paquet de temps, et puis j'ai fini par garder celle-là, et voilà. Ça en a été une qui a été prise à Lectoure. C'était les robes de Eric Résina, et qui, effectivement, avec le mouvement des arbres, parce que là, ça doit être une pause à peut-être 2 minutes, je ne sais plus, c'est écrit dans les carnets, vous le verrez là-haut. Et donc voilà, ça donne effectivement pas mal de mouvements avec un grand angle, parce que je suis assez près au final, mais ça fait du grand angle. Et puis là, on voit les spectateurs qui vont et qui viennent. Et donc, ce qui est assez beau, c'est de se dire qu'on fige le temps de l'expo et mon temps d'exposition à moi, mais le temps de l'exposition, puisqu'à chaque fois, je photographie le camion. Donc je trouvais ça assez poétique, et en effet, on ne sait pas qui vient, qui reste, de quoi on garde la trace. Finalement, c'est ces personnages inanimés qui restent. Enfin voilà, je trouvais ça assez chouette. Et ça, c'en est une que j'aime beaucoup, c'est la dernière justement, qui relève les enjeux du temps photographique. C'est la dernière, c'est le trajet Nice-Limoges, enfin Arnac. J'ai collé le sténopé au fond du camion, et en fait, c'est le temps du trajet qui a été enregistré. Et donc, je savais, comme la première photo de cette série, c'était la photo de l'hôtel la nuit, j'avais mis 20 minutes, et donc ça allait pas du tout. Donc j'ai une photo blanche. Et puis je me suis dit, génial, je fais la photo du retour, comme ça, 8 heures de trajet, c'est bon, on aura une photo noire, on aura le début, la fin et autres. Et en fait, quand j'ai développé cette photo, une fois arrivée à la maison, je l'ai arrêtée en cours de route. Parce que en fait, elle allait devenir toute noire, donc j'ai pas mis un temps de révélation suffisant. Et en fait, je me suis dit waouh, c'est génial, j'arrête tout, parce qu'en fait, ça a imprimé en fait les vibrations du camion sur l'autoroute et autres. Et donc là, on était vraiment sur la question de la capture de ce temps photographique. Donc j'aimais bien cette idée que en une image, on avait tout un périple qui était enregistré. Celle-là, c'est la première que j'ai faite de nuit au Cambodge. C'est la photo de l'hôtel. Donc ça, c'est 8h30 de pause à peu près. Donc des temps qui peuvent être très très longs. Donc toujours comme elle est en négatif, ce qui est noir est censé être blanc, et inversement. Ça, c'était une drôle d'histoire. On était à Angkor, devant les temples. Et donc c'est assez majestueux, c'est immense, et je me dis allez, super, je veux le temple en entier, et impossible en fait de trouver un angle où je peux prendre la photo, à la hauteur que je veux pour avoir tout le paysage. Et je me dis, là, si je suis au milieu avec le trépied, je vais galérer, parce qu'il y a plein de gens qui passent devant, et en fait, jamais j'aurai un truc de réussi. Et donc, je décide de pour mettre une perspective, de me positionner sur la rambarde, en fait, du pont, qui est juste devant, en me disant, je regarde, c'est bon, la lumière, machin, ça va durer 30 secondes, il n'y a pas de vent, super. Donc je pose mon truc, je lance la montre, et puis en fait, au bout de 10 secondes, la boîte tombe. Et là, je dis, non mais attends, qui se fout de moi ? Enfin, c'est pas possible, non, laissez-moi tranquille, je veux faire ma photo, donc je la relève, et en effet, ça donne une image qui est complètement floue et complètement, presque hantée. Donc je trouvais ça assez beau par rapport à la résonance assez magnétique du lieu. Et puis ça, c'est une autre grosse pause, une pause longue, 9h30 ou quelque chose comme ça, d'une station-service, quand on est parti dans l'arrière-pays avec Chlorinde. Donc là, je trouvais que c'était très Mulholland Drive, ou quelque chose comme ça. Il y a un côté cinématographique qui m'a beaucoup touchée dans cette image, de voir comment la vie se concentre en fait sur... rien n'existe autour. Donc la nuit, pour moi, c'est Tchekhov, c'est là que tout se passe, que toutes les langues se délient et que les choses arrivent. Et je trouve que cette image, elle me parle beaucoup en ce sens-là.
Et puis, voilà, une hétérotopie pour moi qui était incroyable. Alors là, vous ne le voyez pas, parce que du coup, alors là, je suis vraiment très très près, c'est-à-dire que je suis là et le type, il est à peu près au 3e rang. J'essaye de me faire discrète, je suis restée au moins 3 fois. J'ai fait 3 fois cette photo sans arriver à la faire, et on a l'impression que je suis à 10 mètres. Et en fait, ce que vous voyez peut-être mal, c'est qu'au milieu là, donc on est dans la rue, on est à Phnom Penh, dans la capitale du Cambodge. Il y a un bout de trottoir, une poubelle, une moto, un tabouret, un petit miroir et un parasol. C'est un salon de coiffure. Et donc je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce type? Et en fait, le coiffeur a passé son après-midi assis dans son fauteuil à la place du client. Et donc je me dis, mais comment quelqu'un peut-il venir se faire coiffer si le coiffeur, en fait, est dans la chaise unique? Et je trouvais ça assez marrant de voir comment la rue était investie à ce moment-là. Et effectivement, au Cambodge, il y a une grosse porosité. La vie se fait vraiment dans la rue. Donc j'aimais beaucoup cette idée-là, ce petit théâtre justement éphémère en fait. Et enfin, dernière image, et puis après je laisse la parole à Claude, donc Madame Claude, Madame Véro. Ça, c'est dans une rue où je passe et je m'arrête parce que là, sur le côté, on ne le voit pas. Je trouve en fait un petit temple, la maison des esprits. Au Cambodge, les gens mettent devant les maisons une espèce de petit autel avec des vieux ancêtres, des figurines d'ancêtres, et puis on met des offrandes, boissons, encens, bonbons et autres. Et donc en général, elles sont proportionnelles, orientées au nord et proportionnelles à la taille du bâtiment qu'il faut protéger. Et il faut que l'hôtel soit assez luxueux, parce que s'il n'est pas assez luxueux, les ancêtres, en fait, s'ils ne se sentent pas bien dans cette maison et qu'elle n'est pas assez luxueuse, en fait, vont juste pas protéger la maison et puis partir ailleurs. Donc, il faut vraiment soigner ce truc. Et j'avais remarqué que quelques maisons avaient des petites maisons des ancêtres en bambou, mais vraiment fabriquées. Et je trouvais ça, mais vraiment très, très poétique. Et je me disais, oh là là, il faut que j'en trouve une et tout. J'aimerais trop ramener ça à Limoges, ce serait super. Parce qu'effectivement, les grosses dorées en béton, non, ça passait pas dans ma valise. L'autre, c'était parfait. Et en fait, je passe dans cette rue. Et là, j'en vois une, parce qu'il y en a très très peu. Et donc, je m'approche, je la regarde, je la photographie, puis je me dis, elle doit pas protéger grand-chose, cette maison des esprits, parce que les ancêtres sont à moitié déglingués, il y a un pauvre carambar à l'intérieur, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'encens, il n'y a rien du tout. Je sais pas si elle fait bien son job, celle-là. Et puis, je m'en vais, et puis je vais au coin de la rue, puis je me dis, cette rue, j'aime bien, il y a le linge qui sèche et autres. Et je me pose devant. Et là, donc, mon labo, je l'avais fait dans la chambre d'hôtel. Donc, me voilà qui refait un quart d'heure de marche dans l'autre sens, qui va développer l'image. Et là, je la regarde, je dis non, mais c'est pas possible. Je vois une forme. Et donc là, moi, je vois une femme. Parce que donc, la maison des esprits chasse les mauvais esprits, les âmes errantes et les voleurs. Et là, je dis, je vois une femme. Donc, tout le monde me dit, ouais, non, je sais pas, peut-être, oui, laisse tomber. Voilà. Et en fait, quand je suis rentrée en France, j'ai scanné les images pour faire l'édition. Et puis, je me suis amusée à la passer en positif. Et je sais pas si vous la voyez, mais moi, je la vois. Et donc, voilà, je trouve ça assez flippant. Voilà. Merci à tous. Tu préfères cette place-là? Oui, je vais prendre cette place. Hop là. Merci. Et bravo. Alors, vous allez voir, c'est deux regards différents. Moi, j'ai plutôt la couleur, moi, c'est plutôt ma cam. Et donc, en fait, mon esthétique, elle est plutôt mouvante. En fait, il faut que je vous dise vite. Voilà, je fais des pots de camion. En fait, c'est le seul espace à peu près que je m'accorde pour justement générer un travail plastique. C'est l'espace entre les œuvres et le monde. Là, il y a différentes pots de camion sur des triennales différentes. La première, c'était en 2015. Hop là. Et donc là, c'est pour vous expliquer un petit peu le principe de la peau de camion de la triennale, la troisième, donc la première partie en France. Donc j'avais, si vous voulez, pris des nappes françaises sur lesquelles j'avais greffé des
des symboles, des motifs, oui, issus du musée du Cambodge, du musée national du Cambodge. Pourquoi? C'était par rapport à Daniel Spoeri, une œuvre qu'on est allé chercher avec Aurélie à Vienne, et puis une autre qu'on avait, et Daniel Spoeri qui fait des tableaux de péage avec aussi des utilisations de nappes. Et j'avais aussi greffé dessus des photos des anciennes assiettes de l'école avec des essais de motifs dessus. J'avais greffé également des nageoires. C'était pour donc mieux nager sur le Mékong. Voilà. Et donc là, on voit, ce sont des photos en fait de collages que j'avais éditées en grand et après tiré un autocollant et donc collé sur le camion. Donc ici, c'est une série de diptyques que j'ai faite pour présenter le journal qui raconte la première partie de la triennale et qui a été toujours présenté dans le cadre du festival photo de Phnom Penh. En fait, je cherchais un moyen pour présenter physiquement le livre, d'où cette série. Moi aussi, je travaille totalement dans la contrainte, c'est-à-dire que pour créer, il me faut que je me pose un cadre, des règles. Alors moi aussi, j'ai besoin de l'autre, du regard de l'autre. C'est-à-dire là, c'était de Valentin Rodriguez qui nous donnait un petit peu sa thématique. Et après, on co-construit parce que c'est aussi un aller-retour entre un travail personnel et un travail collectif. Donc un cadre. Et la première contrainte que j'ai quand je fais des photos, c'est celle du temps. Et donc là, on voit le gong qui est sonné par Valentin Rodriguez à chaque fois qu'une action est terminée. Ça, c'est l'arrivée au Mamac Nice, où tout le monde se monte sur le toit du camion, une sorte de rituel. Moi, ce qui m'intéresse quand je fais des prises de vue, alors mes prises de vue, en fait, c'est du shooting sous adrénaline. Ce qui m'intéresse, c'est la gestion des corps. On voit quelque chose qui se passe, c'est le mouvement. Voilà. Et donc là, c'est cette montée à l'échelle, cette ascension qui m'intéresse, et cette espèce de rituel. Alors ici, un autre diptyque qui... voilà, alors donc je prends des photos de façon numérique, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que j'ai les mains dedans, c'est-à-dire que c'est moi qui non seulement, bien sûr, avec l'équipe, mais qui conduit l'aventure, mais c'est moi qui génère, qui suis avant la performance. Donc en fait, c'est pour ça que je travaille plutôt avec un smartphone, parce que c'est devenu en fait comme le prolongement de mon propre corps, c'est-à-dire que je dégaine à n'importe quel moment, soit pendant les ateliers, soit pendant les phases de rangement, soit quand on rencontre des gens. Et voilà. Et donc là c'est une image double, je vous expliquerai pourquoi. Et il y a dans cette image justement la gestion des différents temps. C'est-à-dire que là je mélange un temps qui s'est passé à Nice et un temps là où on est revenu de Vienne avec le Spoeri dans le coffre du véhiculaire nomade et on a croisé ce camion magnifique sur la route. Alors en fait, j'ai essayé de travailler toutes les parties du journal de bord avec des principes. Ici, c'était pour le lancement, le premier lancement au 104, Paris. C'est un lieu où il y a énormément de gens qui passent, qui bougent, et j'ai décidé donc de traiter tous les publics de façon à ce qu'on trouve une espèce de mouvement. Alors j'ai pris mon smartphone, j'ai un logiciel et je travaille en effaçant les images, en les corrigeant, ce qui me permet aussi de ne pas avoir... en fait, je ne demande pas le droit à l'image pour les personnes. Donc il y a toute la partie du 104 qui est ainsi traitée. Ici, c'est la question, justement, la contrainte de l'espace physique. C'est-à-dire qu'il y a toujours un périmètre alors là, c'est un périmètre sanitaire, avec un cordon sanitaire, puisqu'on était en temps de Covid. C'est-à-dire que les contraintes se rajoutaient. Donc il y a donc des fanions qui délimitent l'espace, mais c'était formidable parce que les gens quand même arrivaient à passer, à communiquer et à travailler avec nous. Et donc là, justement, je réinterviens sur l'image numériquement pour poser des formes qui sont en lien avec des œuvres que l'on transporte. Ici, c'est un Spoeri.
Et donc, en fait, je joue avec l'espace. Ce qui m'intéresse aussi, quand je prends des photos, alors c'est d'ordre documentaire, mais pas seulement. Ce qui m'intéresse, c'est de les faire basculer aussi dans le plastique. Et c'est de jouer aussi avec les rapports au niveau de l'architecture, les contextes, les textures, et de jouer avec les rapports d'échelle. Voilà, c'est pas un collage, ce sont deux personnes qui sont à l'arrière. Ici, Bertrand de Zoteux, et ici, Soupé à Pic. Hop là. Alors là, c'est aussi une série duo. C'est comment je détourne aussi le. Alors là, en fait, je suis vraiment très nulle pour photographier la nuit, mais je trouvais ce moment particulièrement intéressant. C'était quand on retrouvait ici une chambre de motel près de Lectoure. Alors là, je ne suis absolument pas intervenue sur l'image, elle est telle quelle. Mais là, comme je suis nulle, j'ai fait un inversement de l'image. Et donc ça répond à cette image-là. C'est-à-dire que je m'amuse avec les images. Alors ici, par exemple, ces traitements aussi de nuit. Donc là, c'était à Lectoure. Voilà comment un moment de partage avec Carnot. Alors pareil, ici, c'est à la Mecca. Donc c'était un moment d'atelier. Comment détourner le droit à l'image et aussi avoir une trace des matériaux utilisés et le rapport du dessin à la photo qui m'intéressait et au cadrage. Alors, prendre des photos, pour moi, qui suis performeuse, ça me permet à un moment donné, quand j'ai lancé la performance, c'est-à-dire de me retirer, de me mettre en arrière et de voir comment ça se passe, si la magie opère, si elle n'opère pas, et de faire justement des réglages. Alors, ici, on voit que les gens volent très bien sur des assiettes, donc tout va bien. Une installation de nappes et de nattes avec donc des ateliers au sol. C'était devant le crack à 7. Nouveau diptyque. Alors voilà comment je joue avec. Alors là, on voit que j'ai absolument pas maîtrisé les perspectives. Hein. Pas bon, mauvais, pas bien. On peut très bien les redresser. Donc dans cette image, j'ai tout à fait redressé les perspectives. On le voit ici. Autre perspective redressée ici. Donc là, c'est au sein de mon école que je suis fière d'enseigner. Et donc là, la partie donc pour l'ENSA Limoges, c'était jouer avec les plages de couleurs et les lignes. Donc toute la partie est comme ça, clac, on va tourner. Ici aussi, vous allez voir, ce sont des images à la base qui sont pauvres. Alors c'est des allers-retours aussi entre l'intérieur, l'extérieur, et comment je diffuse et comment je prolonge des images pour moi, en tout cas, la rendre intéressante. Alors là, c'est donc devant Colomiers, le centre d'art et la bibliothèque. Comment je joue avec justement le pull, le graphisme du pull de Chamy. Voilà, avec aussi le revêtement de la façade. Et la multiplication des parasols, parce que c'est mieux. Voilà. Alors là, c'est une image, par exemple, qui est aussi d'ordre documentaire à la base. C'est ce que j'expliquais à Anne Guenin, la directrice du MAMAC, quand on est arrivé. Je lui ai expliqué que de toute façon, moi, mon travail d'artiste, il était très modeste et il ne se voyait pas. Parce que quand le camion roule, il est fermé, personne ne le voit. Même si je respecte tout à fait les limites, voilà. Mais quand il est ouvert, il s'ouvre sur le travail des autres. Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Ah oui, mais oui, votre œuvre, à vous, elle se voit du ciel. » Et effectivement, tout de suite, là, je bigre. Donc, je suis montée dans les tours, sur le toit, là où il y a le jardin d'Yves Klein, et j'ai pris cette photo. Et c'était un moment très particulier. Alors, voilà comment j'ai essayé de rendre intéressante cette photo. Le graphisme, les motifs de l'Asie du Sud-Est fonctionnent par symétrie. Et donc, en fait, j'ai symétriquement multiplié par 2, puis par 4, pour arriver à une espèce de trame qui est finalement devenue une des pages qui signifiait chaque nouvelle étape de l'itinérance en France. Et je me suis servi aussi de cette matière pour intervenir au Cambodge, par exemple. Cette image est pauvre, elle est d'ordre documentaire. Je la transforme, je la multiplie par 2, puis par 4. Et j'en obtiens donc une trame. Une trame qui fait penser aux nattes. Et donc, pour moi, comme Véro,
voilà, je joue avec le cadre, mais je le transforme et je l'approprie. Pareil pour ici, à Lectoure. Et donc, en fait, je suis repartie sur cette espèce de superposition. Il y avait 9 étapes, 9 pots. Et parce que je devais... voilà ce qui s'est passé. Pour la phase 2 au Cambodge, le Valentin Rodriguez m'a dit, je me suis dit, bon, on ne va pas amener le camion au Cambodge, c'est pas possible. Donc, je vais arracher la peau pour l'envoyer là-bas par Internet, et on va pouvoir la déployer, et je vais pouvoir faire des installations, peut-être refaire des pots de camion, etc. Et en fait, il s'est passé que Valentin nous a dit, c'est cool, l'Institut français vient d'acheter un tuk-tuk. Donc, tu as à ta disposition un tuk-tuk. Donc, que je vais pouvoir recouvrir. Donc, je passe du camion à la peau de tuk-tuk. Je me suis dit, très bien, je vais envoyer tous ces éléments-là. Donc, je fais, ça c'est mon projet que j'ai envoyé, en connaissant pas le Cambodge, là devant des espèces de montage. Et là, on apprend que le tuk-tuk, on ne peut pas le déplacer, en fait, on n'a pas le droit. Donc, tout est bouleversé, il y a eu des changements de programme. Donc là, c'est vraiment la phase où je pars pour... c'est avant de partir en voyage pour le Cambodge. Et c'est un moment très important pour moi, c'est un rituel très important, c'est les cours de dessin performés ici dans cette école, avec Aurélia Vacher, qui est modèle vivant, et avec laquelle on travaille depuis de nombreuses années, avec les étudiants et les étudiantes qui sont là. Et en fait, j'ai imprimé sur des étoffes cette espèce de motif. Et en fait, comme on n'avait plus le droit de déplacer le tuk-tuk, je me suis dit, aïe, comment je vais pouvoir rentrer en contact avec les gens, puisque moi, je pratique un art de contact. Et ben, je me suis dit, aïe, 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 comment je vais faire? Donc, je me suis dit, je vais faire une cape. Une cape scratch. Alors là, on la voit, qui est là, au sol. Ça, c'est dans mon atelier. Ça, c'est Et donc, voilà cette préparation-là. Donc, je m'apprête à partir au Cambodge avec cette cape que je ne mets pas dans la valise pour gagner du poids dans la valise. Donc, je la mets sur moi. Donc, je passe les différentes douanes. Je croise les doigts. J'ai manqué me faire refouler à la frontière. Et avec cette cape scratch. Et nous voilà donc arrivés au Cambodge et la magie opère, parce qu'avant de partir, je me posais énormément de questions au niveau de la légitimité de cette aventure. Et en fait, il s'est passé, il y a eu des moments de grâce, où cette cape-là, c'était avec justement l'équipe de CIPAR, qui a une flotte de bibliobus et de bateaux bibliothèques. Donc pour Art Nomade, ça a aussi beaucoup de sens, où on voit comment les enfants s'en emparent. Premier atelier arrivé, donc je me suis dit, on va faire des masques avec des autocollants, justement, qu'ils avaient tirés sur place à l'Institut français, et des bâches, parce que des bâches plastique transparentes avec lesquelles je travaille beaucoup comme matériaux. Et en fait, la personne responsable me disait, c'est bien comme atelier, mais c'est un peu long, parce que les enfants ne font pas que ça, ils aident parfois leurs parents, c'est en milieu rural. Et donc, je me suis dit, aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire? Et là, l'après-midi, il s'est passé un petit miracle. La route était marrée à un moment donné, quand on est arrivé dans un endroit par des fanions. Et des fanions faits avec des matériaux, des vêtements de récupération. Et là, je me suis dit, là, on va faire des fanions. Et le fanion, j'ai pris le livre, puisque à chaque fois, on présentait le livre, et je me suis rappelé qu'on avait dans notre livre, justement, ces espèces périmètres délimités par les fanions. Et le fanion, c'est aussi, non seulement ça délimite un espace de fête, mais c'est aussi le symbole d'une identité, parfois d'une identité précaire, parfois d'une identité pour laquelle il faut se battre. Et donc, je me suis dit, toutes ces images que je vais faire au Cambodge, je vais les traiter avec ce signe du triangle. Donc, je me suis amusée à traiter chaque image en binôme pour vous présenter cette phase au Cambodge, avec des triangles qui jouent avec l'espace de la photo.
et la lumière. Voilà. Et donc, il y a des moments qui sont totalement magiques, mais voilà. Donc là, cette photo, c'est pour vous montrer qu'il n'y a aucune... si vous voulez, moi, je ne fais pas des ateliers de médiation et je n'ai pas un travail d'artiste à côté. Ce sont des allers-retours, des va-et-vient sans cesse entre mon travail sur le terrain, de rencontres avec toutes sortes de publics participants qui nourrissent mon travail de plasticienne et réciproquement. Voilà. Et là c'est un moment où c'est la performance du tuk-tuk. Alors finalement, on l'a habillé, ce tuk-tuk, je l'ai habillé, hein, je l'ai fait. Et j'y ai passé quand même 7 jours dans une pièce sans sortir. Et donc là, c'est un chauffeur. Et là, il me regarde et il est en train de conduire dans Phnom Penh. Alors, on n'a pas le droit. Et il chante des chansons françaises. Et on a fait un tour et on l'a fait, quoi. Voilà. Et c'est le tuk-tuk. Voilà, c'est dans mon projet. Là, c'est devant le marché central. Et là, donc, je joue aussi avec mes triangles. Alors là, j'ai fait un premier triangle ici, un deuxième triangle, et clac, ça fait comme si c'était des phares. Et en fait, le projet a été réalisé. Alors là, on a fait encore un deuxième déplacement de tuk-tuk de jour, alors toujours pas autorisé. Mais là, on a rentré donc le tuk-tuk à la grande factory, là où on avait une partie des œuvres qui étaient exposées, des photos de la biennale du festival photo de Phnom Penh. Et on voit là des enfants, justement, il y a des rapports plastiques entre les photos qui tombent comme ça. C'est vraiment le choix. En fait, moi, je prends des milliers de photos et j'ai un travail justement de choix, de sélection dans ces photos. Et ici, il y a un collage. Ici, c'est un morceau de la fête de l'eau, voilà, d'une armature d'un bateau que j'ai prise avec des personnages. Et là, on voit le tuk-tuk. Là, c'est quelque chose voilà, que j'ai acheté dans un marché à côté qui sert un instrument de cuisine. Et là, c'est le hamac, un des hamacs, un support de hamac que j'ai greffé sur le toit. Ça, c'était un signe pour moi. C'est quand tu rentres, tu lèves le pied, quoi. Voilà. Mais je n'ai pas trouvé lequel encore. Voilà. Hop là. Le gauche. Ici, c'est un moment de flottement. Oui, parce que des fois, on ne sait pas trop, hein, on flotte, on nage. Mais voilà, c'est toujours intéressant. Voilà, jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai ces moments de partage tellement intenses et authentiques. Ouais, c'est ce qui m'intéresse dans mes photos. C'est vraiment essayer de traduire ces moments d'extrême fulgurance qui sont partagés. Ces moments aussi de connexion entre les œuvres, voir comment elles dialoguent. Et voilà, c'est quand même soit des images parfois d'ordre protocolaire, des instantanées, des images performées, d'autres qui sont expérimentales aussi. Et voilà, ce que je retiens, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est de prendre justement en photo ces moments intenses où il y a cette question du partage, mais aussi du rituel et du don, du contre-danse. C'est ces moments où il y a quelque chose qui s'opère. Ce sont ces moments-là qui m'interpellent. Ici, c'est voilà, oui, qui termine la touche finale dans le tuk-tuk. Voilà, donc quelques images de la traversée dans Phnom Penh, Mersim Boringkor, et quelques images du tuk-tuk exposé avec des gens qui prennent la pose. Alors on voit justement que les fagnons reviennent ici. Donc j'ai fait une peau, alors c'est la première fois que je faisais une peau en volume, où c'est une peau de fagnon. Voilà, des gens qui prennent la pause, et c'est ça aussi, c'est en fait je génère des moments pour que les gens s'en emparent et qu'ils fassent des pauses performées. Et ici, au dos, c'était vraiment pas prévu, j'ai greffé un écran avec les images justement d'ordre documentaire qui étaient en boucle. Voilà, ici l'édition.
Voilà, juste dire que tout ça serait impossible sans la participation de tous, quoi, et de toutes, et que je m'échappe. Voilà. Merci.